Belle soirée de dimanche. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Eh bien bonsoir, bienvenue dans Fête de la télé 3.0. C'est sur la télévision togolaise tous les dimanches en soirée avec toujours la même équipe, Luc, Hilary et Armel. Bonsoir. Bonsoir. Et ce public qui nous accompagne cette soirée. Plusieurs sujets dont les accidents de la route entre interpellation et fuite. À qui la faute? On en parle dans cette émission. Et sur le fauteuil rouge, nous aurons un monsieur, homme politique, entrepreneur. Il est écrivain et surtout un communicateur hors pair. Député à l'Assemblée nationale, il est également le président du parti politique NETS. Je vous prie d'accueillir ici notre invité, honorable Jerry Tama Komandega. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Voilà, merci de vous installer. Et dans la deuxième partie de cette émission, vous aurez le spectacle live qui vous sera offert par l'artiste de la chanson qui n'est plus à présenter, Weddy. Weddy sera avec nous dans quelques instants. Maintenant que le décor est planté, en fait de la télé 3.0 commence maintenant. Voilà, retour sur le plateau. Luc, bonsoir. Bonsoir Magloire. Ça va? Ça va. Et la semaine de ton côté? Bon, oui, tranquille, voilà, comme toujours. Hilary, ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi, Magloire? Oui, je vais très bien. Dieu merci. Armel? Je vais super bien. Très bien. Allez, prêt pour attaquer? Prêt. On va dire. Toujours prêt. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec un si charmant public. Donc voilà, je suis très content d'être là. Et surtout, merci pour votre disponibilité. Chaque fois qu'on vous a invité, vous n'avez jamais hésité à répondre. Et surtout pour cette dernière, voilà, c'est à la dernière minute, mais vous avez tenu à être là. Merci beaucoup. C'est pas tous les jours qu'on voit les gens à la télévision. En tout cas, très ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci encore une fois. On commence cette émission avec le tout premier sujet, le dossier de la semaine. On va parler de cet accident qui s'est produit le week-end dernier et qui, en tout cas, a marqué beaucoup les esprits. Une interpellation qui, finalement, a conduit à un accident et qui a occasionné plusieurs victimes. Il s'est passé quoi concrètement? On suit ce témoignage de Samuel et puis on revient. Plusieurs accidents de circulation surviennent à cause du non-respect du code routier, notamment la violation des feux tricolores, de l'ordre de priorité, l'excès de vitesse, le refus du port de la ceinture de sécurité, le refus d'obtempérer en cas d'interpellation. Tous ces comportements inciviques causent des accidents à des conséquences graves parfois. Malgré les efforts consentis par l'État pour instaurer la sécurité sur nos routes, des citoyens se donnent le luxe de violer les normes en vigueur. Au grand carrefour et rond-point, des policiers sont postés afin de faire un suivi et amener les usagers au respect du code de la route. Ces agents déployés au niveau de certains carrefours se chargent donc d'interpeller les usagers en infraction. Le week-end dernier, c'était le cas d'un conducteur de voiture qui aurait été interpellé par la police suite à une infraction. Ne voulant pas obtempérer, il a décidé de prendre la fuite, faisant plusieurs victimes. Il a échappé de peu à la vindicte populaire. Comment remédier à ces genres de comportements inciviques sur nos routes? Sans langue de bois, le plateau de On fait de la télé 3.0 en parle. Luc?
Il faut dire que c'est souvent triste d'assister ou d'apprendre ce genre de nouvelles parce que je me dis, la responsabilité est à 2 niveaux. Le premier niveau, Parce que déjà, c'est vrai. selon les témoignages, le conducteur a été interpellé, Oui. il n'a pas tempéré, Oui. et puis il s'en est suivi une course-poursuite, Oui. apparemment. Je suis Et- d'accord oui. que peut-être le conducteur était en infraction. Il n'y a pas de souci. Maintenant, pourquoi il faut le poursuivre comme si c'était un Mais malfrat? s'il est en infraction, il y a un souci déjà. Je ne refuse pas. Mais pourquoi il y a l'immatriculation sur l'engin? L'immatriculation sert à quoi? C'est la question que je me pose toujours. S'il y a l'immatriculation, l'agent de police peut relever le numéro, le transmettre aux autres agents dans les autres carrefours ou ronds-points. Tôt ou tard, l'engin là va circuler dans la ville. Tôt ou tard, l'engin là va circuler dans la ville et on pourra interpeller le conducteur aussi facilement, je crois. C'est mieux que de vouloir forcément arrêter quelqu'un qui était en infraction et perdre 5 ou 7 vies derrière. Parce qu'aux dernières nouvelles, il y a eu au moins 4 morts. Et voilà. C'est vraiment triste. Oui. Mais, je pense que je rejoins en partie ce que mon frère a dit, mais au Togo, ce système n'est pas encore vraiment informatisé où, quand on relève la plaque d'immatriculation d'un véhicule, c'est facile de le retrouver. Okay. Donc je pense que c'est ce qui fait que quand la personne est en infraction, les policiers ont tendance... Oui, je pense. Je pense. Okay. C'est ce qui fait qu'ils ont tendance à poursuivre ou à vouloir stopper coûte que coûte cette personne qui est en infraction. Même si ce n'est pas normalement légal, je pense. Quand quelqu'un est en infraction, de le pousser à s'arrêter de force, quitte à causer d'autres infractions ou bien à causer d'autres dégâts, je pense que ce n'est pas normalement le rôle de ces agents de circulation. D'un autre côté, je pense de sécurité plutôt. D'un autre côté, je pense que l'État doit être capable de prendre des décisions fermes pour ce genre d'infraction. Même si quelqu'un brûle un feu rouge, que la sanction soit vraiment lourde. Ce n'est que par ce genre de procédé que le Togolais va comprendre que quand il y a un feu rouge, mais quand le feu est orange, de ralentir le nombre de places. Il faut déjà réussir à mettre la main sur la personne. Bon, le cas de samedi dernier... Oui, je n'avais pas encore relevé le deuxième aspect, où les responsabilités étaient situées. Il faut dire qu'à un moment donné, il manque de civisme. Il nous manque de civisme. Parce que je me dis, si tu es en infraction, l'agent t'arrête. Pourquoi ne pas t'arrêter, peut-être t'expliquer? Ce sont des humains comme nous. Parfois, ils comprennent. Parfois, ils comprennent. Maintenant, si on t'inflige l'amende, tu peux aller discuter. Excusez-moi, nous sommes en Afrique. L'agent, c'est un homme, comme je l'ai dit tantôt. Quand on t'arrête, et tu t'arrêtes, tu ne gesticules pas, tu ne forces pas, tu t'arrêtes aussi calmement. Tu sors, tu discutes avec l'agent, et à un moment donné, vous trouvez un compromis. Parfois, même quand vous arrivez chez eux, on vous demande, mais tu n'as pas pu trouver un compromis avec l'agent qui t'a arrêté? Oui, mais ce qui n'est pas normal non plus. Non, quand je dis trouver des compromis, pas forcément donner des dessous des tables. Non, pas ça. Je ne parle pas de ça. Quel genre de compromis alors? Il faut discuter. Ce sont des agents, il faut discuter. Vous avez violé le feu tricolore, d'accord, vous l'avez violé. Discutez avec le monsieur. Peut-être que vous avez un malade dans la voiture, on ne sait pas. Ok. Oui, c'est un exemple. Hilary. Ouais, moi, je dirais clairement que c'est de l'incivisme et de la non-volonté de coopérer. Parce qu'il aurait dû s'arrêter tout simplement. Ouais. Et parce que voilà, il y a un policier qui t'interpelle, la moindre des choses, c'est de s'arrêter et d'écouter ce qu'il y a en fait. Peut-être qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il a déconné ou là, peut-être, je sais pas trop ce qu'est le problème. Peut-être qu'il a violé un feu tricolore. Il aurait dû s'arrêter, écouter d'abord ce que le policier avait à lui dire. Parce que là, maintenant, il risque de faire 20 ans de prison, je ne sais pas. On n'en sait rien. Ouais, parce qu'il y a quand même 3 morts. Ce qu'on sait, c'est que les conséquences blessés. seront lourdes, clairement. Voilà. Ouais. Et honorable Diritama, Je dois répondre aussi. non, votre avis. Déjà, quel doit être le comportement d'un bon citoyen? Quand on est au volant de notre voiture ou de notre moto, quel doit être notre comportement? Non, mais écoutez, vous savez, le code de la route, c'est le cadre réglementaire qui dit le comportement du citoyen quand il utilise la voie, une voie publique, qui est donc
la route ou éventuellement toute autre voie publique qui peut ne pas être la route, un espace public. Et c'est réglementé. On sait le feu rouge, la limitation de vitesse, l'obligation du port de la ceinture, du casque, ainsi de suite. Ça, c'est le cadre réglementaire. Et le code de la route même va plus loin parce qu'il y a les sanctions pénales. C'est-à-dire que si vous faites ça, voilà ce que vous avez. Vous avez des amendes. La plupart du temps, c'est vraiment le tribunal correctionnel qui s'occupe de ça. Et tout ça, normalement, est sur papier. Et tout citoyen qui utilise la voie publique doit respecter ces dispositions. Maintenant, je pense qu'il y a deux situations qu'il faut prendre en compte. Une violation d'un feu rouge, c'est une contravention. Un délit de fuite, c'est un délit. C'est un délit, voilà. Donc, le premier élément, c'est qu'il faut se dire que quand vous violez le feu, ce que vous devez payer est largement moindre que si vous prenez la fuite. La fuite. Et il ne faut pas oublier un détail qui est très important, c'est que nous sommes quand même dans une période d'incertitude sécuritaire. Et donc, quand quelqu'un décide de prendre la fuite, on ne sait pas parce qu'il a eu peur ou bien en réalité, il transporte des objets illicites qui font qu'il devient donc quelqu'un qui peut être même éventuellement terroriste. Donc, du coup... Donc, c'est un aspect à ne pas négliger. Non, c'est un aspect à ne pas négliger. C'est-à-dire que quand vous avez un checkpoint, même un simple feu rouge, quelqu'un arrive, il refuse de s'arrêter, mais est-ce que c'est juste quelqu'un qui, peut-être parfois on conduit, on est dans sa tête, on n'a pas fait attention. Est-ce qu'on est pressé parce qu'apparemment tout le monde est pressé à l'homme Ah oui. Tout le monde est pressé. Ou bien ça va plus loin. Donc la question c'est de savoir dans quel cadre il faut le préciser. Mais au même moment, normalement les agents qui sont au carrefour chargés donc de faire réglementer la circulation ne sont pas ceux qui sont chargés de faire les poursuites. Très bien. Il y a la police routière et la brigade routière qui sont chargés de faire les poursuites. Parce que là aussi, c'est tout un autre savoir-faire. Et puis, en réalité, c'est que si un véhicule, vous êtes chargé de faire la circulation et qu'un véhicule viole la route et que vous prenez votre moto pour le poursuivre, c'est qu'il n'y a plus personne au carrefour pour continuer à réglementer la circulation. Donc, je crois que c'est les deux éléments qu'il faut avoir. Mais il y a votre premier chroniqueur qui a dit quelque chose qui est très important. En réalité, la plaque minéralogique permettre de savoir à qui appartient le véhicule. Ce n'est pas même en disant qu'on va donner, non. C'est-à-dire qu'on sait à qui appartient le véhicule et on remonte à cette personne pour dire qui était dans votre véhicule à 17h à tel endroit. Très bien. Soit c'est vous, soit vous avez passé le véhicule à Armel, entre-temps, pensait que le Togo n'a pas ses moyens. Non, c'est possible. Voilà. Aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre, comment on appelle ça, l'immatriculation, vous donnez votre identité. Et c'est pour ça que c'est important quand vous vendez votre véhicule ou bien quand votre véhicule est volé, c'est très important de signaler parce que quelqu'un peut voler votre véhicule, commettre un délit ou un crime et c'est vous qu'on va venir voir. Si vous n'avez pas pris sur vous d'annoncer que votre véhicule est perdu, vous aurez vraiment du mal à expliquer que ce n'est pas vous. Et donc, tout comme, je ne vous coupe pas, il y a aussi le vol de plaques de véhicules. Pareil, c'est-à-dire que si on vous a volé votre plaque de véhicule, vous devez absolument avertir, alerter, parce qu'on peut utiliser ces plaques-là pour faire quelque chose. Donc c'est très important. Je pense que c'est vrai que le civisme nous impose à respecter le code de la route, donc le respect des feux tricolores, mais l'initiative de la poursuite devrait être réservée aux corps qui sont spécialisés, qui ont des moyens, surtout des motos. Et qui sont formés pour. Qui sont formés pour. Et qui savent qu'ils prendront moins de risques, surtout en agglomération. Parce que, honnêtement, perdre 4 ou 5 personnes parce que quelqu'un a paniqué et a perdu donc le contrôle de son véhicule, ça fait quand même très cher payer, quoi. Oui. Et puis, on a vu les images, il y a des vidéos qui ont circulé, les populations... sont sortis spontanément et ont saccagé le véhicule. Est-ce qu'à ce niveau, ceux qui l'ont fait, est-ce qu'ils ont ce droit? Non. Non. C'est vrai que c'est l'émotion qui a pris le dessus. Mais quand on veut rentrer dans les tests, ils n'ont pas ce droit. Mais je crois que c'est l'erreur en amont qui a causé, qui a engendré toute cette série de fautes-là. Voilà. Non, il faut qu'on c'est clair dans notre... législation selon pas justice. Que la justice est là pour faire la justice, même si parfois... Et quand c'est comme ça, et si ces individus sont identifiés, est-ce qu'ils encourent aussi des sanctions? Oui, bien sûr, ils encourent des sanctions, soit sur les... Parce que c'est une loi de fait. Oui. Donc ça, le procureur peut s'auto-saisir, ou alors la victime peut se transformer en plaignant. C'est-à-dire que oui, mais après en disant, écoutez, vous avez saccagé mon véhicule, donc là on a qu'un mort d'homme, donc il n'y a pas de compensation. Mais imaginez que la personne avait juste eu un accident peut-être mineur et qu'on vient saccager son véhicule
il peut se transformer en plaignant en disant oui, d'accord, j'ai commis un délit, mais les dommages que mon véhicule a subis, je demande réparation. Ou alors même des dommages corporels, il peut demander réparation. Moi, je pense qu'en tout état de cause, dans ce genre de situation, il faut éventuellement immobiliser la personne, attendre l'intervention des forces de sécurité, qui seules ont la force publique pour pouvoir intervenir dans ce genre de situation. Très bien. C'est bon. Ouais, C'est bon parfait. Oui. En fait, Armel oui, ça pose un petit dilemme. On sait qu'il y a des agents qui sont chargés de réglementer la circulation, mais qui ne sont pas autorisés à faire des poursuites. Mais étant donné, comme l'honorable a dit, on est dans une situation sécuritaire un peu compliquée. Et qu'est-ce que l'agent doit faire quand il pense qu'un véhicule ou bien quelqu'un qui a l'air suspect refuse de s'arrêter ou bien d'obtempérer, mais qui sait qu'il n'est pas autorisé à le poursuivre? Qu'est-ce que l'agent est censé faire? Le laisser partir ou bien faire appel éventuellement à la brigade motorisée qui va peut-être prendre le temps de revenir et de perdre celui qui est en train... Je pose une question. Non, si vous remarquez aujourd'hui, dans la plupart des grands carrefours, on a des unités prépositionnées sur des pick-up, ainsi de suite, qui sont normalement chargées de la sécurité. Parce que nous, au Togo, ça va pour le moment, mais la menace, elle est là. Donc, en règle générale, même quand ça se passe comme ça, la personne n'a même pas besoin de demander. Les unités qui sont chargées vont intervenir. Ou alors, tout simplement, il faut juste alerter, donner les signalétiques du véhicule. De toute façon, le monsieur qui est au carrefour en train de faire la circulation, il n'a pas les moyens pour faire ce genre de poursuite. Et attention, si par exemple c'est des malfaiteurs, lui-même il se met en danger. Parce qu'il n'a pas équipé pour ça. C'est pour ça que, normalement, quand vous êtes quelque part, vous faites votre mission et vous laissez les autres faire leur mission aussi. Ceux qui sont chargés de faire les interventions sont là. Et le pays, le Lomé est plutôt quadrillé pour ça. Très bien. Un autre incident, c'est sans transition. Il y a eu un autre incident le week-end dernier au niveau du marché d'Adidogomé, dans la commune. Très bien. Luc, Bon, en tout cas, juste pour planter le décor. Oui, je m'en tiens au communiqué qui a été sorti par la commune. Il paraît que des agents de la commune sont allés collecter les taxes au niveau du marché et une dame n'a pas voulu obtempérer, elle n'a pas voulu payer. Donc, les agents ont voulu saisir une partie de ces marchandises pour l'obliger à payer après. Mais ne voulant pas aussi obtempérer à ce niveau, elle s'est saisie d'une arme blanche, notamment un couteau, et elle a poignardé 5 à 7 agents, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est un peu ça la situation. Oui. Bon, c'est un fait assez sérieux. Le problème se trouve à deux niveaux, selon moi. Est-ce que les agents qui sont censés faire cette collecte, est-ce qu'ils sont vraiment formés, vraiment outillés, vraiment préparés? Parce que quand on dit on est venu trouver une dame qui est censée payer, mais qu'elle n'a pas pu, ou bien qu'elle ne peut pas, ou bien qu'elle ne veut pas, bon, c'est selon. Et quand on ramasse sa marchandise, est-ce que c'est lui donner le temps ou bien la possibilité de pouvoir payer après si c'est son fonds de commerce? Point d'interrogation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Surtout en 7 ans... Un peu difficile. Non, oui. pas un peu, vraiment difficile. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de reconduire ou bien de faire une amende ou bien, je ne sais pas... Ou de revenir après. Ou de revenir ou bien... Voilà. Mais quand sur le coup, peut-être que c'est cette dame-là, c'est sa petite marchandise qui fait vivre sa famille, et que vous êtes censé la confisquer, quand vous êtes attaqué de tout, on et surtout qu'elle est censée vendre pour pouvoir payer. Oui. Moi, j'ai déjà vécu ça au grand marché. J'étais là, tout le monde était en train de ramasser ses affaires et tout pour cacher et tout. Je dis, mais il y a quoi? Il me dit, non, les gens qui viennent collecter des tasses et tout arrivent. Je me suis dit, mais ok, d'accord, pourquoi tout ça? Ils disent non, que quand elles n'ont pas d'argent pour payer, ben, ils ramassent les affaires et ils partent avec les affaires. Ben, c'est tout à fait normal qu'on doit vendre pour payer les taxes. Parce que si la bonne dame quitte sa maison les mains vides... Il faut aussi prévoir... Oui, il faut prévoir, mais si peut-être la veille, j'ai rien vendu, si elle n'a rien vendu, elle va faire comment? Moi, je pense qu'il faut des moyens, c'est-à-dire si la personne, si arrivée chez la bonne dame, par exemple, elle n'a pas les moyens pour payer les taxes et tout, je ne pense pas qu'on ne doit pas aller avec force ou... Je ne sais pas trop comment ils ont réglé les problèmes. Oui, voilà. Je pense qu'il doit y avoir d'autres moyens de trouver une solution à ce problème, quoi, pas aller avec force. Et, voilà. Et
Moi, je prends le contre-pied de leur développement parce que ça ressemble, ça ressemble à peu près à ce que nous venons le sujet dont nous venons de débattre. Je me dis, elle a donné un bel exemple. Quand les bonnes dames voient les collecteurs arriver, elles, toutes pratiquement, commencent par cacher leurs affaires. Ce qui veut dire qu'elles sont conscientes qu'elles doivent payer. Moi, je me rappelle, quand j'aidais encore ma maman au marché, comment est-ce que ça se passait? On donne le ticket le matin et on vient collecter le soir. Quand vous avez les moyens, vous payez le matin. Souvent, c'est à 100 francs, 200, 300. Mais je me dis, la bonne dame qui a fait toute la journée, le soir, et ne veut pas payer, quand est-ce qu'elle va payer? C'est la prochaine fois quand elle va revenir, et il y aura encore un autre ticket, qu'elle pourra avoir l'argent des 2 tickets, ou comment est-ce que ça se passe, en fait? C'est ça la question que je me pose. Et, secondo, nous sommes censés savoir que ce sont ces sommes qui permettent à la commune de vivre et de financer tout ce qui doit être fait d'une manière communautaire. Le marché où elle se retrouve a été construit grâce à ce qu'elle paye. Mais quand elle refuse de payer, ça n'aide pas la commune. Peut-être qu'au niveau de l'administration, il y a un travail à faire. C'est vrai, entre-temps, l'OTR a entrepris des campagnes de sensibilisation et tout. Peut-être qu'il faut encore reprendre. Voilà. Oui, il faut encore reprendre. D'accord. Jusque-là, on est d'accord. Mais saisir les affaires on ne saisit pas la totalité. Est-ce la bonne pratique? En tout cas, selon mon expérience, on ne saisit pas la totalité de la marchandise. On saisit une partie où on prend ce qu'on estime nécessaire pour vous obliger à payer. Et dès que les agents commencent, pour la plupart du temps, les dames sortent l'argent et donnent. Je vais vous donner un autre exemple. Quand vous arrivez au grand marché aujourd'hui, vous demandez à une revendeuse, vers 16 h, tu as vendu combien aujourd'hui? Elle va te dire, eh bien, je n'ai rien vendu. Aucune revendeuse ou commerçante ne va vous dire qu'elle a vendu. Non, ça c'est vrai. C'est vrai. Elle ne va jamais vous dire, j'ai vendu 5 000, j'ai vendu 10 000 aujourd'hui. Non. Elle ne vous dira jamais ça. Oui, c'est le propre des commerçants, c'est le propre des revendeuses. Au même moment, on sait quand même que les temps sont assez durs. Oui, je ne refuse pas. Mais les temps sont assez durs. La commune doit vivre de quoi? OK. Honorable, votre avis sur ce fait? Mon avis, il est très simple. Quand vous êtes propriétaire de maison et que vous avez un locataire qui ne paie pas, vous ne saisissez pas ses meubles, vous le mettez dehors. C'est tout simple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas encourager des pratiques qui nous retardent. Très bien. Et moi, sur ce domaine-là, les agents municipaux n'ont pas raison. C'est-à-dire que... Vous le dites clairement. Non, je le dis clairement. Ils n'ont pas raison, oui. C'est-à-dire que, hypothèse numéro 1, d'abord, cette dame-là, ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'elle est dans le marché. Donc, il faut même fouiller derrière pour voir qu'est-ce qui se passe. De secondo, c'est qu'une personne qui ne paie pas, on lui prive de la jouissance de son endroit. Moi, on ne lui saisit pas les biens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de base légale par rapport à ça. Et ça fait partie des choses sur... Je pense, nous, à l'Assemblée, on doit pouvoir interpeller le ministre de l'administration par rapport à ça et du commerce. On ne peut pas saisir les biens d'une personne sous le prétexte qu'elle n'a pas payé, mais on peut lui priver de l'usage de son endroit. On vient une fois, et bien entendu en faisant des relances. C'est-à-dire que, comme tout le monde le dit, même si la personne feint de ne pas avoir vendu, première fois, on dit, écoutez, voilà, on vous donne un préavis. Deuxièmement, demain, on va revenir. Demain, vous dites la même chose. Après, demain, on revient. Si vous n'êtes pas en mesure de payer, on vous prive de l'usage, de la jouissance de votre endroit. On ne saisit pas au bien. Parce que si cette dame-là porte plainte à un tribunal, par exemple, administratif, la mairie va avoir des problèmes. Même si, maintenant... découper tout le monde aussi n'est pas non plus quelque chose qui est encouragé. Mais disons la vérité, je pense qu'une personne qui loue un endroit et qui n'arrive pas à payer, ce qu'il faut faire, c'est qu'on l'empêche de jouir de son endroit. C'est tout simple. C'est-à-dire que, et ça le fait même, à la limite, même par voie d'huissier, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut faire venir des huissiers pour dire, on vous fait sortir, par exemple, si c'est un magasin que la personne a déjà occupé, là, c'est par voie d'huissier qu'on fait sortir la personne. Mais honnêtement, vous imaginez si toutes les personnes... Moi aussi, il m'est arrivé d'être locataire dans une maison. Vous faites un mois sans payer, on vient, vous refuse vos lits et vos matelas, vous faites comment? Non, il y a des propriétaires qui le font, hein? Non, mais non, ils sont dans le tort. Mais jusque c'est illégal. Voilà. Oui, non, c'est ce que dit, ils sont dans le tort. C'est-à-dire qu'à la limite, aujourd'hui, peut-être, on vient de sortir un décret sur les avances et les cautions. Peut-être au niveau des municipalités, qu'on dit, écoutez, que les gens payent 3 mois en avance avant d'occuper leur lieu. Donc ça reste quand même une marge. Oui. Éventuellement.
Mais on ne va pas venir. Et quand vous avez épuisé les 3 mois, on vous fait sortir. On ne saisit pas vos biens. Parce que qui va évaluer la valeur de ces biens? Imaginez qu'on vient prendre un sac et puis la dame dit qu'elle avait de l'or dedans qui fait 10 millions. Comment vous faites? Ben, moi, de toute façon, même si je n'ai pas d'or, je dis, ben, quelqu'un m'a remis de l'or, j'ai laissé ça dans le sac, vous êtes venu prendre. Vous faites comment? Donc non, il ne faut pas qu'on accepte ce qui n'est pas réglementé. Aujourd'hui, sur le bail, dans nos pays, c'est que vous avez une paroi d'huissier, on fait sortir, et l'huissier l'a vérifié que tout ce qui est sorti, il le notifie et on vous le remet. On ne peut pas venir dire on prend parce qu'on n'a pas payé. Ça n'a pas de sens. Donc pour moi, c'est non, on ne fait pas, on ne procède pas ainsi. Si on veut faire sortir quelqu'un, si c'est juste des espaces extérieurs, on l'empêche d'occuper cet espace-là tout simplement. Le lendemain, il vient, on dit non, madame, vous n'êtes pas, ça fait 3 fois que vous refusez de payer, donc on a attribué la place à quelqu'un d'autre, éventuellement, sachant qu'il y a plein de personnes qui veulent. Mais on ne va pas venir saisir vos biens. Qui évalue la valeur des biens qu'on a pris? C'est une situation vraiment très malheureuse. Alors, une dame qui est en mesure de poignarder 5 ou 7 personnes, je n'ai pas le nombre fixe, c'est pour ça que je l'ai dit ainsi, 5 ou 7 agents. Oui. Vous imaginez derrière le caractère de cette personne-là? Oui, mais restons juge la dame sans connaître les tenants. Non, mais ça ne lui donne pas le droit, ça ne lui donne pas le droit de se faire justice. Non, personne ne dit qu'elle a raison. Parce que ça, la question s'adresse à qui? Bon, à tout le monde. À tout le monde. Parce que c'est très simple. On est quand même d'accord que ce n'est pas toutes les bonnes femmes qui vendent au marché, qui ont eu droit à l'éducation. Donc, il y en a qui ne savent pas ce qui veut dire, c'est-à-dire tout ce qu'ils sont en train de faire, de venir collecter les taxes et tout. Il y en a même qui ne comprennent même pas. Parce que quand elles ne veulent pas payer, par exemple, moi, voilà, je viens payer tout, je ne connais rien et tout. Je vois juste que les gens commencent par ramasser les affaires et tout. Je demande des explications. La bonne dame me dit, c'est à peine on arrive à vendre et tout. Et eux, ils sont là à ramasser nos sous et tout pour aller, voilà, vivre pleinement, quoi, faire je sais pas, profiter à fond. Parce que nous, c'est nos sous, c'est nos bénéfices. On ne va pas donner ça gratuitement comme ça. Moi, je me dis qu'elle n'est pas consciente de la situation. Elle ne sait pas que c'est la place qu'elle loue ou bien c'est l'argent, les taxes qu'elle paie, c'est ça qui contribue à embellir ou à la construction du marché, à l'entretien du marché en général. Il y en a qui ne sont pas vraiment conscients de la situation. Il y a un élément aussi qui est très important qui renforce la frustration en réalité de certaines personnes. C'est que dans certains marchés, les femmes ne voient pas en réalité des changements notables dans le marché. Et donc, du coup, les gens ont l'impression que, en fait, les cotisations servent à autre chose. Voilà. Donc, je pense que la pédagogie doit être de rigueur. Et il faut aussi que les gens, une fois qu'ils ont cotisé au bout d'un certain moment, qu'ils se rendent compte que, par exemple, les appartements sont améliorés. Par exemple, il y a des marchés même où trouver des toilettes, c'est extrêmement compliqué. Des accommodités, c'est extrêmement compliqué. Il y a des marchés où même trouver de l'eau même à boire, c'est compliqué. Donc, si en réalité, les gens voient, par exemple, qu'il y a des modifications, il y a des améliorations, que leur argent sert à quelque chose. Voilà. Je pense qu'il y aura une meilleure adhésion par rapport à tout ça que venir collecter tout simplement. Donc, il y a un vrai travail de pédagogie qui doit se faire. Très bien. Et puis, il faut aussi avouer que nos nouvelles mairies, là, elles taxent beaucoup. C'est pas faux. Allez. Ça, c'est du Jerry Tama. Bon, voilà. C'est une vérité, ça c'est clair. Voilà, il y a le billet de taxes là qui sort tous les jours. Bien, vous nous avez tendu une perche, je la saisis. Dans votre développement, vous avez en tout cas mis peut-être l'idée d'interpeller le ministre de l'administration territoriale. Et du commerce aussi. Voilà. Il vous arrive à l'Assemblée nationale de pouvoir interpeller les ministres facilement. Est-ce qu'il y en a qui répondent? 2021, j'ai fait 16 interpellations et 16 réponses. Ah, très bien. Bon, l'ennui, pour le moment, ici, le salle interpellé, mais ça va venir. OK, très bien. Non, les gens répondent. Au moins, c'est très simple. Si vous ne me répondez pas, je vais me plaindre chez le président de la République. J'ai écrit au président de la République pour dire que vous n'avez pas répondu. Et il finit par répondre. Super. On va en reparler dans quelques instants. Juste une petite transition et on revient parler kiff.
retour sur le plateau, toujours avec la même équipe. Luc, Assi, Hilary, Armel. Ah oui, Miss Gaëlle n'est pas là. Hilary, c'est quoi le kiff de la semaine? C'est quoi ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, Oui. mon kiff de la semaine, c'est les doubles ventes de terrain. Ah. Ouais. Tu adores les doubles ventes? Non, je... loin de là. Ok. En fait, c'est un phénomène très destructeur dans notre société. Tout le monde en est conscient. Oui. Et c'est une très bonne nouvelle de savoir que l'OTR, Office Togolais des Recettes, a pris ce phénomène à cœur et qu'il va essayer de l'éradiquer. Ouais. Ça, c'est vraiment un kiff. Oui, on va dire enfin. Je dis Voilà. enfin parce que je pense que c'est un fléau. Beaucoup en souffrent. Tout le monde pratiquement en Oui. souffre. Même moi. Le Togolais moyen, quand il commence par avoir une petite économie, la première des choses, c'est D'avoir d'acheter un un lopin. petit lopin et d'avoir son chez soi. Mais après, on se rend compte que cette histoire que ce soit de double vente ou bien triple vente, ou bien on vend et on dit non, c'est mon père qui il l'avait vendu, mais Oui. pas au même prix, et que c'est une question de communauté. Même après, Après des années. Et Oui. on vous oblige à repayer ou bien à déménager. C'est difficile. Quand on sait que c'est difficile d'avoir des économies, d'avoir un lopin et de construire. Donc, je pense que c'est une décision qui arrive à point. Et puis, je veux juste renchérir pour dire, en fin d'année passée, je pense que le gouvernement avait pris un décret pour arrêter, arrêter cette histoire quand on exclut les gens sur le terrain et quand les mairies viennent écrire cessation des travaux et tout C'est ça. les mairies, c'est les huissiers. Les huissiers, c'est pas un décret. C'est pas un décret, Bon. Je pense que c'est une décision. C'est une décision. qui a- Je crois que c'est le président de la Cour suprême, si Voilà. je ne dis pas de bêtises, c'est à ça, reste à vérifier, qu'on avait reçu dans le journal de 20h, Voilà, qui qui a avait. annoncé cela. Voilà. Parce que tout le monde se prenait au jeu de venir écrire Oui, cessation oui, des c'est- travaux. Et même les mairies, il y a des maires Qui le font? qui le font, Ok. qui viennent écrire sur le mur de tout un chacun, mairie de Legba-Sito, parce que ça, c'est un truc. Parce que c'est pratiquement dans ma zone. Et les gens se sont plaints, les gens sont allés le voir. Parce que nuitamment, il envoie des agents venir écrire mairie de Legba-Sito. Et il y a des gens qui y vivent. Donc ça a créé pratiquement c'est un clair. problème. Pourquoi, et c'était le point, c'était quoi? Pourquoi ne pas juste envoyer une lettre, un courrier et puis expliquer? Parce que ça, c'est une dégradation Oui, des oui, biens bien publics. sûr. Donc tout le monde se jette dedans, que ce soit même les huissiers, les avocats, les juges et tout ça. C'est un problème vraiment important et que je pense que ce serait bien que le gouvernement prenne en charge cette histoire de vente de terrain et autres. Parce que Oui. j'en finis. Parce que j'estime que si le gouvernement, ou bien si chaque contrat de vente est signé devant un représentant du gouvernement qui est chargé de valider, et quand il y a revente et que c'est lui qui valide, il n'y aura pas quelqu'un qui va revenir 10 ans plus tard et dire non, le contrat que vous aviez signé avec mon père n'est plus valable n'est et tout ça, oui. Luc? Oui. Je crois que c'est une enquête foncière lancée par l'Office togolais des recettes pour le Grand Lomé. Et donc, Mais après, il faut que ça s'étende. bien à sûr, l'ensemble. je crois que c'est un prototype. Ils ont voulu commencer par le Grand Lomé parce que c'est dans le Grand Lomé que le phénomène est vraiment concentré. L'enquête va permettre également d'établir le plan cadastral du Grand Lomé et ensuite d'éviter les doubles ventes comme Hilary vient de le dire. Et c'est une mesure qui va soulager plus d'un. Aujourd'hui, l'un des grands problèmes dans la société togolaise, c'est cette question de double vente où les gens se constituent un réseau. Il y a même... Non, allez-y. C'est clair, oui. Des procureurs, des juges qui sont dans ce réseau-là, dans ces réseaux-là, qui sont complices et qui se donnent ce vilain plaisir de narguer les populations. Aujourd'hui, le Togolais moyen, même le Togolais au bas de l'échelle, quand il cherche l'argent, c'est pour faire quoi? La première des choses, c'est acheter mon lopin, être chez moi. C'est ça la devise du Togolais moyen. Être chez moi. Et quand ce Togolais se bat, se prive de nourriture, se prive de plaisir,
pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans, arrive à décrocher 3 millions, 5 millions pour aller acheter son demi-lot quelque part. Et vous sortez un beau matin, vous lui écrivez sur le terrain cessation de travaux, c'est un terrain déjà vendu. Le pire, c'est qu'ils ne remboursent pas après. Voilà, et il y a mort d'homme dans cette histoire-là. Beaucoup de personnes ont perdu la vie à cause de ça. Vraiment. Et je crois que c'est une initiative très louable et ça mérite d'être l'équipe de Hilary. Très bien. Honorable, vous la trouvez aussi louable? Moi, c'est Hilary que je ne comprends pas. On lui demande son kiff. Moi aussi, en face d'elle, là, je croyais qu'elle allait dire le jeune député qui est en face de moi. Elle dit parce que si tu me demandes mon fils, je vais dire, ben voilà la jeune dame qui est en face de moi. Elle dit double vente. Donc on va parler de double vente. Oui. Bon, c'était pour rigoler. Non, mais c'est aujourd'hui, les tribunaux sont truffés de problèmes liés. Je ne parle pas de double vente, de multiples ventes. C'est-à-dire que, c'est vrai, le Togolais, contrairement à le Béninois, n'a pas la question d'avoir un chèque, l'Ivoirien beaucoup moins. Ouais, mais un Togolais, si tu n'as pas de maison, tu n'es rien. Oui. C'est-à-dire que si toi, surtout l'homme, tu n'as pas un petit poulailler, tu n'es pas encore un homme. Donc, du coup, même la personne qui gagne le SMIC 35 000 francs, il fait tout. Et après, c'est vrai que c'est quand même poignant que des gens engagent toute leur carrière, tout leur salaire. Je connais des fonctionnaires qui ont, durant tous les 30 ans de fonction publique qu'ils ont fait, ils ont acheté un terrain, ils ont construit. Et vers la fin de leur vie, on vient leur dire que non, en fait, que ça ne lui appartient pas. Donc, les gens font des crises cardiaques. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est un problème. Et ils se retrouvent à 3 niveaux. Les impôts, c'est vrai que le cadastre est attaché au niveau des impôts. On a le ministère de l'Urbanisme et on a le ministère de la Justice. C'est le président de la Cour suprême qui avait sorti une décision en disant d'arrêter d'écrire sur les terrains parce qu'en fait, on exproprie les gens. Et malheureusement, c'est que dans cette opération sordide, beaucoup de juges sont impliqués. Aujourd'hui, vous avez des juges, ils ont même quasiment un village. Si on additionnait tous les terrains qu'ils ont gagnés dans cette... C'est-à-dire qu'à chaque problème, à chaque contentieux, il prend quelques lots. À chaque contentieux, il prend quelques lots. Et du coup, je pense qu'on a peut-être un peu réduit parce que le président de la Cour suprême, il voulait vraiment s'attaquer à ça frontalement. Je pense qu'il y a peut-être eu d'autres voies plus autorisées. Mais c'est le problème des plus gros problèmes de notre société. Parce qu'un Togolais, quand il n'a pas de chez, on ne le calcule pas, comme les jeunes le disent. Et c'est quand vous avez une maison, moi je suis rentré de Saint-Cyr en 2003, je n'ai jamais dit à qui que ce soit que je construisais. Donc, tous mes camarades officiers me traitaient comme vraiment... On me punissait même parfois pour que je reste au camp. Le jour où j'ai dit j'ai construit ma maison, on dit, lui là, il nous a trompés, c'est un grand quelqu'un. Et puis c'est fini. Donc, vous êtes... C'est-à-dire que, à la limite, si on reprend la phrase de Socrate, je pense donc je suis, c'est qu'au Togo, c'est que j'ai une maison dont je suis. Voilà. Bien sûr. C'est vrai. Donc, il faut se battre. Mais moi, je pense que les impôts, ça fait plusieurs fois que des services disent on prend l'affaire en compte. Et après, 2 ou 3 ans plus tard, on se rend compte que rien n'avance. Et là, justement, vous y croyez, vous, ou pas? Non, pas trop. Très bien. Parce que la première étape, il faudra d'abord non seulement digitaliser nos cartes, mais il va falloir que les terrains aient leurs coordonnées GPS. Parce qu'en réalité, quand tu vends un terrain, tu mets l'eau n'importe quel. Mais parfois, même les gens, ils vont changer le numéro des lots. Les numéros, oui. Donc, du coup, tu as beau aller vérifier même au cadastre pour voir si en réalité ton lot est vendu ou pas. On te dit que non, c'est bon. Et c'est 3 ou 4 ans plus tard que quelqu'un vient à la diaspora pour dire qu'il avait acheté le terrain là depuis. Sans compter même parfois d'un montage. Moi, je suis sur un terrain où un jour j'ai eu une convocation où on disait qu'une communauté avait vendu le terrain là en 1946. Wow. Que le Togo n'était même pas encore indépendant. En 1946. Bon, on s'est dit, de 1946 là, c'est pas... bon, identification au carbone 14 quoi. Oui. Voilà, donc c'est un problème que tous les pouvoirs doivent pouvoir prendre parce que ça devient un problème de société. Des gens meurent, des gens se deviennent fous, des gens retournent leurs prêts parce que tu fais un prêt de... Quand tu dis 5 millions là, c'est pour acheter 1/8 de l'eau. Hein. Ah oui, et ça c'est à Davier. Oui, dans certaines parce zones, que tu as 5 millions là, ou bien un 16e même de l'eau, je ne sais pas si ça existe. C'est entre 1 mètre carré. Aujourd'hui, les prix des terrains coûtent cher, ridiculement cher. Et puis donc on fait un service pour acheter, un sacrifice pour acheter un terrain.
à 20 millions. Ah, ouais, aujourd'hui, un lot coûte 20 millions. Ah oui. Vous imaginez 20 millions. Vous achetez un terrain à 20 millions. Parfois, vous faites l'effort de construire. C'est-à-dire que vous mettez 50, 60, 80 millions et quelqu'un vient vous dire non, non, c'était à moi. Vous imaginez, c'est que heureusement que les gens n'ont pas les armes à feu ici, sinon tu vas tirer sur quelqu'un. Ah oui. C'est vrai. Donc c'est un problème que les pouvoirs doivent prendre. Ici, c'est les machettes. On a vu quelqu'un tenir une arme Une arme, voilà. sur son terrain. Donc je pense que nous aussi, Vous parlez de... J'ai pas donné de on ne nom. doit pas donner à la radio. Tout le monde sait de qui il parle. Voilà, donc... c'est vrai, ça reste un kiff, mais comme honorable Jerry Tamal a dit... Bon, c'est son second kiff. Ah, c'est son second kiff. On va dire ça comme ça. Bon. Oui, oui, oui. Allez, vivement que l'auteur puisse vraiment aller jusqu'au bout, on va dire. Oui, bien sûr, parce qu'en amont, il y avait déjà certaines mesures. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir son titre foncier en 6 mois, si tout se passe bien. Or, avant, ce n'était pas le cas. Il fallait 2 ans, 3 ans, parfois faire des courbets avant de l'avoir. Je crois que les réformes sont en marche. Vivement que ça aboutisse pour le bien de tous. Très bien. Oui, Armel? Une dernière question à l'honorable. Que on- pensez-vous? On n'est pas encore dans... Non, non, non. C'est toujours dans le même sujet. Il y a quelque chose pire que ce qu'on a. Non, pas pire. Il n'y a pas pire. J'ai le droit de quitter le plateau. Non, du tout. Non, je vais juste revenir par rapport aux juges, aux procureurs et tout ça qui soutiennent ou bien qui sont complices, si on peut dire entre parenthèses, de ce genre de pratiques. Que pensez-vous qu'il faille faire? Quelles décisions pour prendre pour éradiquer cela? Sinon, ceux qui sont censés dire le droit et la loi, s'ils sont complices, donc ça veut dire que le Togolais moyen il sera spolié de tous ces Non, biens. il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Et puis bon, c'est vrai que eux sont comme les militaires, ils ne parlent pas beaucoup, mais il y a des juges qui ont été sanctionnés par rapport à ça. Et puis il y a l'ordre des avocats qui est un autre ordre aussi où de temps en temps, il y a des avocats qui sont suspendus. Mais c'est que ce n'est pas régulier. Et parfois, c'est qu'il faut faire des enquêtes et les gens qui sont fait des enquêtes, ils sont dans la même maison. Donc il y a du corporatisme qui est dedans et qui fait que si tu dénonces telle personne, demain la personne aussi va te dénoncer. C'est ça qui est malheureux. Chacun connaît chacun. Voilà, chacun connaît chacun. Donc c'est ça. Mais il y a quand même de temps en temps des mesures. Bon, parfois quand les sanctions ils disent que c'est des règlements de compte, parce que personne n'est jamais réellement coupable. Mais oui, sinon il y a quand même le Conseil supérieur de la magistrature qui est chargé de voir toutes les fautes que commettent les magistrats et l'ordre des avocats qui intervient aussi quand il s'agit des avocats. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Hilary, pour le kiff. Le second kiff, il y en a? C'est que je vous aime tous sur le plateau. Ah, c'est un Très malin. Donc, C'est très malin. c'est malin? C'est malin. Elle a tiré son épingle du jeu. Elle est bien entourée. Si elle doit sortir de ces cages-là pour prendre ailleurs, ça serait compliqué. Surtout que je ne suis pas souvent là. Allez, merci beaucoup. Merci, Hilary. Une transition et le temps pour moi de dire aussi merci à Armel qui va céder sa place. À dimanche prochain. Oui, à dimanche prochain. Voilà, il anticipe déjà. Merci. Merci à toi, Armel. Et juste derrière, on va recevoir Wedi qui va nous offrir le show live dans la dernière partie de cette émission. Merci à toi, Armel. Et à dimanche prochain. Empreinte by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement, des chemises aux costumes, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara, toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. Empreinte by Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de leurs accessoires pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. Et voilà, derrière Armel, on reçoit l'un des pionniers de la musique togolaise, en tout cas le R&B togolais. On va recevoir maintenant Wedi, s'il vous plaît.
Bonsoir, Wedi. Bonsoir, ma gloire. Salut tout le monde. Ça va? Ça va très bien. Très content d'être là. Ouais. Comment? Très content d'être là. Ah oui, nous aussi, on est contents de t'avoir. Voilà. C'est la forme. Oui, la forme, ça va. Ok. Voilà. Ça fait quand même un moment, hein? Oui, ça doit faire au moins 8 mois, on ne s'est plus vu. Voilà. J'étais là la dernière fois pour une autre émission. Voilà, j'ai presté ici de la région. Voilà. Et... Ah oui, il connaît le studio. Et c'est quoi ton actu? J'ai 2 spectacles ce week-end. À part ça, il y a mon nouveau clip qui arrive bientôt. Ok. Voilà, c'est lequel? Voilà, c'est le titre. Voilà. Comment? Okpeynou. Okpeynou, voilà. Pour dire? Tu as vu un fantôme ou bien quelque chose à laquelle tu t'attends pas, voilà. Ok. Voilà. Okpeynou. Okpeynou. Et pour bientôt. Bon, ok. En tout cas, tout à l'heure, on aura le live. Ouais. Et donc, tu restes avec nous. Ok, d'accord. Très bien. Maintenant, on va se tourner vers notre invité sur le fauteuil rouge. Je rappelle, nous sommes avec l'honorable Jerry Itama, président du parti politique NET et député à l'Assemblée nationale. Monsieur Jerry Itama, permettez. La vie d'un député à l'Assemblée nationale togolaise, c'est comment exactement? Surtout que vous faites votre première expérience. Bon, écoutez, là, à l'Assemblée nationale, on a beaucoup de responsabilités qui sont différentes. Moi, je suis président du groupe parlementaire NET-PDP. Il y a 3 groupes parlementaires à l'Assemblée. Donc, il y a UNIR, UFC et NET-PDP. Et en fonction du statut que vous avez, vous n'avez pas les mêmes charges. Ensuite, l'Assemblée nationale a 9 commissions. Oui. Et en fonction de la commission dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas les mêmes charges. Il y a par exemple 3 commissions qui sont souvent très sollicitées. La commission des lois, la commission des finances, la commission des affaires extérieures. Et moi, je suis dans la commission des lois. Donc, il se trouve tout heureux que j'ai quand même un background de juriste. J'ai un master en droit international humanitaire. Et donc, aujourd'hui, par exemple, je peux dire qu'un député qui est dans cette commission va avoir beaucoup plus de textes sur lesquels travailler qu'un député qui est dans une autre commission, même si tous les députés ont la possibilité de venir assister aux travaux des autres commissions. Et quand vous êtes président d'un groupe parlementaire, c'est vous qui donnez les intentions de vote quand il s'agit de voter une loi. C'est pour ça qu'on nous voit régulièrement à la télévision, parce qu'avant de voter une loi, il faut que chaque président du groupe parlementaire dise est-ce qu'il vote pour, est-ce qu'il vote contre, est-ce qu'il est en abstention, et pourquoi il donne cette intention de vote. Donc ça vous oblige, vous par exemple en tant que président du groupe parlementaire, d'étudier toutes les lois, parce que là vous ne pouvez plus vous cantonner uniquement au travail de votre commission, mais vous devez étudier toutes les lois. Et ensuite, quand vous avez, comme nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 groupes parlementaires de l'opposition, ben, on s'attend à ce que l'opposition s'oppose. Et si vous suivez de temps en temps les débats en plénière, je suis quand même l'un de ces députés qui prend un grand plaisir à déranger les ministres. Ils sont payés pour ça, pour qu'on les dérange, et on les dérange. Voilà. Vous êtes conscient que vous les dérangez? Oui. Donc voilà, donc vous avez donc 3 niveaux. Vous avez le travail en commission. Vous avez le travail, pour moi par exemple, en tant que président du groupe parlementaire. Et vous avez donc, vous savez, un député, c'est 2 choses. Voter des lois et contrôler l'action gouvernementale. Donc, dans l'aspect contrôler l'action gouvernementale, vous pouvez le faire en faisant des explications, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais vous pouvez le faire aussi en cuisinant les ministres quand ils sont là. Parce que c'est le moment où vous les tenez, quoi. Tout à fait. Et ils sont tenus de répondre à vos questions. Et bon, après, si vous avez appelé, ils ne décrochent pas, c'est pas grave, vous avez quand même... Ça arrive souvent? Bon, ça arrive souvent? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais honnêtement, moi, je pense que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que, en tout cas, en ce qui me concerne, on pose les questions parfois qui fâchent. Vous avez suivi le fameux vaccination avec le Premier ministre. Mais bon, les ministres aussi, y compris le Premier ministre, jouent le jeu. Je n'ai pas encore eu... des fois, on pose des questions, on ne répond pas. Maintenant, parfois, on peut répondre, tu n'es pas content, mais on t'a répondu quand même. Oui, clairement. Voilà, donc le rôle du député, c'est ça. Donc faire voter les lois. Il peut aussi faire des propositions de loi. Moi, j'ai proposé déjà 2 lois. Une loi sur la réglementation du bail à usage domestique. Ils m'ont dribblé en faisant un décret. On va revenir là-dessus. Et puis une loi sur la réglementation du métier des agents immobiliers. Parce que là, on est en train de parler des loyers qui flambent, qui partent dans tous les sens. Des contrats qui ne sont pas suivis. C'est qu'il faut qu'on ait vraiment des agents immobiliers
qui sont patentés, qui sont des spécialistes, qui organisent, accompagnent les particuliers dans la rédaction des contrats et qui peuvent maintenant poursuivre les bailleurs quand ils ne respectent pas aussi les éléments du contrat. Donc voilà, c'est à peu près ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les députés travaillent en 2 sessions. Il y a une session, là, on a commencé la première session, c'est 4 mois. Et après, on fait 2 mois d'intersection et on fait encore 4 mois. Donc, la première session commence le premier mardi du mois de mars et finit en juin. Et la deuxième session commence le premier mardi du mois de septembre et finit en décembre. Très bien. Vous êtes député, tout le monde le sait. Et récemment, le gouvernement a allégé quand même les mesures de lutte contre la Covid-19. Mais il reste surtout les frontières qui sont toujours fermées. Vous en pensez quoi? Les frontières sont fermées sur le papier. Les gens se mettent bien aux frontières. Non, il faut dire les choses. Bon, si après on coupe, c'est pas grave. Non, les frontières, c'est fermé. On vous dit les frontières, c'est fermé, mais vous arrivez avec vos véhicules, vous payez 10 000 francs parfois, mais 1 000 francs par personne. Ça arrange qui? Ça arrange les gens qui sont aux frontières. Oui, mais il y a une autre question qui se... Est-ce que ça ne contribue pas à la cherté de la vie? Parce que le commerçant qui passe avec ses marchandises est obligé de payer des dessous. Non, normalement, si on respecte la réglementation, les frontières ne sont pas fermées aux marchandises. Les marchandises ont la liberté de circuler. C'est uniquement, puisque au fait, c'était pour le Covid. Oui. Et bon, on n'a pas encore trouvé que le Covid, que les marchandises étaient contaminables. Mais qui achemine ces marchandises? Bah oui, c'est ce que je dis. Le gros problème, c'est qu'il s'est mis tout un trafic tout autour de nos frontières, partout, où les gens se mettent bien. C'est-à-dire que là où autrefois il fallait juste acheter le laisser-passer au passé, aujourd'hui, un véhicule qui passe, parfois on dit à chacun de payer 1 000 francs. Et parfois on demande où va cet argent. Bon. Oui. Voilà, comme il le dit, quoi. Voilà, on soupire. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'il est temps qu'on lève officiellement la fermeture des frontières et que, comme on s'est rendu compte que Dieu nous a bénis et nous a protégés et que le coronavirus n'a pas eu le même impact en Afrique. Parce que s'il était venu comme il est venu chez les Blancs, là, ici, là, c'est des cadavres qu'on allait ramasser. Moi, je peux vous dire que quand ça a commencé, j'ai rencontré un médecin, il m'a dit, quand on fait nos projections sur les 8 millions de Togolais, c'est entre 1 500 000 et 2 millions. Parce que, bon, sur le plan sanitaire, on n'a pas grand-chose. Donc, du coup, aujourd'hui, Dieu nous a bénis. On n'a pas eu les mêmes effets que dans certains pays. Et maintenant, on a allégé. On peut faire les spectacles, on peut faire... Donc, il faut officiellement lever la fermeture des frontières. Qui doit le faire? Normalement, c'est que nous sommes dans une approche communautaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une frontière, c'est 2 portes. Oui. Si un pays ouvre sa porte et que l'autre n'ouvre pas, ça ne sert à rien. Donc, nous sommes dans une approche communautaire. On peut le faire au moins dans un premier temps dans l'espace UEMOA. Et je pense que c'est la meilleure des approches. Et après, bon, peut-être envisager au niveau de la CEDEAO, mais au moins dans l'espace UEMOA, parce qu'on partage la même monnaie et qu'on partage une plus grande circulation des personnes et des biens. Donc moi, je pense qu'il faut que le MOA prenne ses responsabilités. Sinon, un seul pays, ça ne sert à rien. Vous ouvrez chez vous, l'autre il a fermé chez lui, ça ne sert à rien. Donc il faut que ce soit dans un espace communautaire, UEMOA ou éventuellement CEDEAO. Très bien. Luc? Je vais rebondir sur un autre point. C'est vrai, l'honorable, il est à l'Assemblée nationale grâce plutôt à son parti politique. Oui. Moi, je vais revenir sur ce point-là. On nous annonce pour bientôt les élections régionales. Comment est-ce que votre parti se prépare pour ces élections-là? Puisqu'il y a des décrets qui sont pris déjà pour aller rapidement à cette organisation. Les élections régionales, c'est une élection au suffrage universel, comme les élections municipales, comme les élections législatives. Le samedi dernier, notre parti était dans la Akara, où il a rencontré les délégués des 3 régions. Ça nous faisait 150 personnes à peu près, pour justement parler de ces élections. Parce que les élections régionales, bon, je ne vais pas faire un débat ici, mais beaucoup de Togolais ne comprennent pas de quoi il s'agit. Oui, oui. Honnêtement, quand on dit élections régionales, on dit c'est quoi? C'est pour les régions économiques, ainsi de suite. Il faudra faire une pédagogie. Je ne suis pas sûr que j'ai le temps de le faire largement ici. Peut-être d'une façon... Les régions économiques qui sont en train d'être érigées en collectivités territoriales. Bon, j'explique 2 minutes. Oui, voilà. Autrefois, nous avions des régions économiques, mais qui n'existaient que de nom. Parce qu'il n'y avait absolument rien qui gérait ces régions économiques. On avait 3 régions économiques, mais c'est juste de nom, parce qu'il n'y avait absolument rien qui les gérait. Aujourd'hui, on a des régions territoriales décentralisées, c'est-à-dire qui ont une entité comme les communes. Donc, les régions vont avoir, au niveau des entités territoriales décentralisées, des conseils de région. Donc, on va avoir un président de conseil de région, on va avoir des conseillers de région, et ça va être exactement comme au niveau de la commune. Donc,
une unité exécutive et maintenant une assemblée générale qui est donc le conseil régional. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est qu'on va prendre une région, je prends comme la région de la centrale. Il y aura à peu près, parce que c'est la région la moins peuplée, il y aura à peu près 21 conseillers. On va prendre au prorata démographique de chaque préfecture. C'est-à-dire que si par exemple la préfecture de Tchaoudjo fait 20% sur le plan démographique, donc on va lui donner 20% des conseillers. Donc les élections ne se passeront pas dans toute la région, mais dans chaque préfecture. Okay. Et quand on aura donc les conseillers par préfecture, ils vont s'agréger pour créer donc le conseil régional qui aura donc à sa tête, comme je l'ai dit, un conseil régional avec un président et 2 ou 3 vice-présidents en fonction de la taille de la région. Très bien. Voilà. J'espère que ceux qui nous suivent ont un peu compris cette histoire, mais il faut beaucoup de pédagogie. Oui, il faut, voilà. Je crois que ça va venir. Ça va venir, oui, avec le temps. Il arrive? Oui, alors, honorable Djeritama, vous êtes l'un des politiciens les plus actifs sur les réseaux sociaux. Ah oui. Ouais, vous semblez aimer les jeunes, surtout les jeunes entrepreneurs. Je vous félicite pour ça. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir, est-ce une forme de campagne qui ne dit pas son nom ou vous aimez naturellement les jeunes tout court? Non, mais C'est une façon de... Voilà. Non, c'est Attirer l'attention des question. jeunes ou... Non, mais écoutez, le problème, c'est que la plupart des jeunes qui font l'entrepreneuriat ne votent pas. La politique ne les intéresse pas. Donc, si j'ai envie de faire une campagne, il faut que je change, que j'aille voir d'autres personnes. Ils ne votent pas, c'est les gens qui vont pas voter. Donc, non, moi, je pense que... vous connaissez, j'ai une histoire particulière. Je suis un ancien officier saint-cyrien qui est passé dans la vie civile et qui a galéré. Je ne dis pas que tout va bien, mais j'ai galéré. Et aujourd'hui, je considère que, oui, j'ai la possibilité de parler aux gens. Et il y a une chose que j'ai dit aux gens, c'est que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Mais il n'y a que ça qui peut nous sortir de la précarité. La fonction publique est saturée, c'est mort. Ouais. Actuellement, il y a un concours là, on dit 3 000 personnes, ils sont 65 000. Oui. 65 000 pour 3 000 places. Donc c'est mort. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les composer, mais c'est mort. Donc aujourd'hui, la seule façon avec laquelle on va sortir de la précarité, on va sortir du chômage, c'est l'entrepreneuriat privé. Mais l'ennui, c'est que l'école de notre pays ne nous prépare pas à l'entrepreneuriat privé. On prépare les gens à aller rester dans les bureaux, dans le fauteuil. Les fauteuils même sont finis. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut dire aux jeunes, oui, parce qu'il n'y a pas de raison à ce que des étrangers, nous on voit des jeunes Zambama qui viennent dans ce pays, ils ont au départ un petit sachet. 3 ans plus tard, ils ont une boutique. Après, ils ont une maison. Quand ils vous montrent même votre maison, vous dites que le gars là, ou bien c'est la drogue, il vendait. Non, c'est les petits trucs là qu'il a vendus pour devenir ça. Donc, il faut mettre dans l'esprit des jeunes que c'est bien d'aller avoir des diplômes. C'est bien, moi j'en ai accumulé, mais ils me servent à avoir un esprit de discernement. Voilà. Mais que voilà, ce n'est pas l'entrepreneuriat qu'on peut sortir. Personne n'est jamais devenu riche en étant employé par quelqu'un. Ouais. C'est clair. On devient riche parce qu'on s'est mis, on a retoussé les manches, on a travaillé. Et puis voilà. Et puis honnêtement, quand on y essaie, moi j'ai essayé depuis, les gains sont énormes. Mais après, il faut être prêt à travailler jusqu'à 1h du matin tous les jours. Et à supprimer certains loisirs et à passer moins de temps sur TikTok. Ah oui. Merci. Et juste rappeler qu'il est notre invité est homme politique, mais il est également entrepreneur. Voilà, donc il sait de quoi il parle. Voilà. Oui, Hilary. J'ai une deuxième question, parlant d'entrepreneuriat. Alors, vous êtes député, vous êtes entrepreneur, vous êtes écrivain. Comment vous arrivez à garder l'équilibre avec toutes ces casquettes que vous portez? Parce que c'est beaucoup de choses à la fois. D'abord, il faut supprimer beaucoup de loisirs. C'est la première chose. C'est-à-dire que boire la bière avec des copains entre le samedi à 11h et finir à 23h, c'est mort. Il faut oublier. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut... Et ça, déjà, ça évite beaucoup de choses aussi. Oui, bien sûr. Il faut avoir un esprit de synthèse. Et cet esprit de synthèse ne s'obtient qu'en lisant énormément. Il faut lire. Il faut, honnêtement, moi, j'encourage, c'est une émission de grande écoute. Je dis aux jeunes, il faut lire. Même quand tu achètes Botocoin, tu as fini de manger Botocoin, là, le papier qui reste là, il faut le lire. Parce que une bonne partie de l'information, Dieu merci, quelqu'un a créé Internet, on trouve tout aujourd'hui sur Internet. On trouve tout sur les PDF et on trouve énormément de choses sur YouTube. Donc aujourd'hui, il faut continuer à se former. Moi, parfois, je me retrouve à former des gens en ayant pris une formation sur Internet. C'est-à-dire que c'est gratuit, machin truc, mais vous vous retrouvez à former des gens qui ont l'impression que vous êtes allé prendre quelque part. Donc ça, c'est le deuxième élément, continuer à se former. C'est permanent. Et puis, prendre un peu du temps sur le sommeil aussi, malheureusement. Mais bon, quand on va mourir, on va dormir, donc ça va. Wow. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Non, on ne peut pas applaudir pour ça. Non. Alors, on nous dit aujourd'hui que c'est possible d'entreprendre avec 0 francs. En tout cas, c'est ce qu'on attend de partout. Vous, qui avez l'expérience de cela, est-ce que c'est possible?
D'entreprendre avec 0 francs. Entreprendre avec 0 francs, oui et non. Ok. Je vous donne un exemple. Je suis aujourd'hui, je vais au grand marché, pour ceux qui connaissent le grand marché. Je vais voir n'importe quel grossiste qui vend, je vais prendre pour les femmes, des mèches. Je dis, ben voilà, madame, je suis un jeune étudiant, je suis un jeune qui me démerde. Ce que je veux vendre des mèches, mais tout ce que je veux, je vais prendre des photos de vos objets, de vos mèches. Vous me faites le prix en gros. Je vais, au lieu d'aller ce matin, du matin au soir sur Internet, je vais créer une page Facebook et je vends ces mèches-là. Je les vends, elles ne m'appartiennent pas, c'est du dropshipping en fait. Ouais. Elles ne m'appartiennent pas, je les vends. Et une fois que quelqu'un me commande, je vais prendre chez madame. Soit j'ai réussi à les convaincre, mais la plupart des grossiers ne sont pas trop difficiles. Hein. Honnêtement, te laisser partir avec 3 ou 4 mèches, pour lui, c'est vraiment du pipi de chat, donc c'est rien du tout. Donc, je prends ces 5 mèches, je vais les vendre et je prends mon bénéfice. Au point où, au bout d'un certain moment, si vous faites bien, même c'est la dame même qui vous dira, tu habites dans quel quartier même? À Degomé, je vais t'ouvrir un magasin là-bas. Donc, vous avez entrepris avec 0 francs. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai que pour se déplacer, par exemple, pour aller au marché, moi, à l'époque, on utilisait les vélos. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus utiliser de vélo. Donc, du coup, le déplacement, ça coûte cher. Donc, voilà. Voilà. Mais oui, on peut entreprendre avec 0 francs à la seule condition qu'on privilégie les services au lieu des produits. Parce que les produits, il faut faire un stock. Mais privilégier les services. Aujourd'hui, quand vous faites, par exemple, la répétition, c'est une entreprise à 0 francs. Ouais. Vous faites même une annonce pour dire « je répète les enfants », c'est entreprise à 2 francs. Mais maintenant, après, c'est que le gros problème que nous on a au Togo, c'est que quand tu prends un peu, tu trouves un peu d'argent, au lieu d'économiser pour augmenter ton affaire, tu manges. Et puis tu te retrouves à 0. Allez, très bien. Honorable Jerry Tama, vous êtes à l'Assemblée nationale grâce à votre électorat. Est-ce que vous y retournez souvent à la base? Moi, je suis élu dans la préfecture de l'Est Mono. Oui. Est-ce que vous y allez souvent? J'y suis 2 fois par mois. Parce que je considère qu'on est redevable de nos électeurs. Moi, j'ai un projet aujourd'hui qui est quasiment dans sa 2e année. J'installe des lampadaires, 5 lampadaires par village pour une valeur de... Les fameux lampadaires. Les fameux lampadaires, voilà. Oui. Donc, les Lavagnon, c'est 7 cantons. J'en installe 2 par canton. Parce que je considère, moi, j'ai grandi dans les années 80 à Sioux. À l'époque, il n'y a pas d'électricité. Et je sais comment c'est difficile pour les élèves d'apprendre à la lumière de la lampe tempête. Ça finit même par avoir des effets sur les yeux. Donc j'essaye, bon, c'est pas tous les villages, mais je le fais parce que je considère que c'est un devoir moral, pas un devoir politique. Le député n'est pas chargé de faire ce genre de travail. À la limite, c'est le pouvoir exécutif. Mais je considère que c'est un devoir moral. Et si je peux le faire sans forcément mettre ma vie financière en péril, ouais, je le fais sans aucun problème. Donc oui, toutes les 2 semaines, j'y suis et je rencontre des populations qui ont des difficultés énormes, mais ce n'est pas uniquement le problème de notre préfecture. Toutes les préfectures du Togo, surtout à l'intérieur du problème, ont des problèmes de routes, de ponts, d'hôpitaux, même il y a un problème qui est dans ma préfecture, qui est le problème d'avoir des sérums antivenimeux, parce qu'on est à Lomé, on ne se rend pas compte, on voit rarement, on voit les serpents qu'à la télé, mais il y a des gens qui dorment avec les serpents. Tout à fait. Et quand vous avez un serpent, par exemple, très venimeux, qui vous prend, il faut avoir un sérum dans les 30 minutes, sinon pour ceux qui attaquent le système nerveux, c'est la mort. Et dans ce sens, vous faites quoi? Actuellement, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des... Parce que ce n'est pas le coût du sérum qui pose un problème, c'est sa conservation. Tout à fait. Et donc, il faut avoir, par exemple, le mieux, c'est d'avoir des frigos solaires. Donc, nous sommes sur cette étude d'avoir des petits frigos solaires dans certains USP pour pouvoir conserver ces sérums. Sinon, le sérum, il n'est pas spécialement cher, mais c'est la conservation. Voilà, c'est ça. Donc, nous sommes sur l'étude, on verra ce que ça va donner. Très bien. Une dernière Oui, une dernière. Depuis là, on nous a parlé. Bon, en tout cas, on l'a cité comme écrivain. Il a sorti plusieurs œuvres, je crois. Qu'est-ce qui vous inspire dans vos œuvres? Quel est le message que vous passez? Quels sont les thèmes que vous abordez? J'ai écrit 2 livres. Le premier, Parcours de combattant, qui a même eu un prix littéraire en France. Racontait plus ou moins une histoire d'amour sur fond de guerre civile. Le deuxième ouvrage, qui est Chronique de la caserne, qui est plutôt un recueil de nouvelles, on va dire raconter des histoires qu'un lieutenant, puisque je l'étais, a vécu. Mais ce que j'aime, moi, dans mes histoires, j'aime bien, peut-être comme je suis un gros lecteur, j'aime bien faire la description des lieux qu'on peut retrouver. C'est-à-dire que quand je parle, par exemple, de Lomé, je donne des endroits où vous pouvez aller les retrouver.
je parle des endroits que, si vous êtes de Loméen, vous vous retrouvez. Vous êtes dans le concret. Voilà, ce type de roman me parle beaucoup plus que quand on est soit dans la science-fiction ou bien on a des pays, on dit un pays d'Afrique qui s'appelle le Binoustan ou bien un truc, on ne comprend rien du tout. Donc j'aime bien appeler les choses par le nom et être beaucoup plus dans une narration mais qui soit plus réaliste. C'est-à-dire que être dans quelque chose qui peut normalement se passer même si la plupart du temps c'est romancé. Voilà. Allez, peut-être. Oui. Non, c'est bon. C'est bon, Je tiens juste à vous féliciter parce que, voilà, vraiment, je suis... C'est un kiff. Il est dense. C'est un troisième kiff. Ben, je l'ai finalement manqué. Actualité oblige, vous suivez ce qui se passe en Ukraine, l'invasion de la Russie. Et quand il s'agit de voter, en tout cas, une résolution au niveau des Nations Unies, le Togo s'est abstenu. Vous comprenez la position de Oui, parce que Togo? quand les éléphants se battent, les souris se cachent. D'accord. Mon frère, tu votes oui ou non, alors que c'est des éléphants. Quand ils vont finir de se battre, on va se rappeler de qui a voté pour et qui a voté contre. Donc, oui, non, mais ils ont bien fait, ils sont malins. OK. Très bien. Ouais, réponse simple et concise. Oui. Bon, allez, merci beaucoup. On a fait le tour, à moins qu'il y ait peut-être un sujet que vous souhaiteriez aborder, qu'on n'a pas forcément évoqué. Non, écoutez, moi, j'ai pas de... D'abord, vous féliciter pour votre émission. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à être là. C'est une émission, on reste soi-même. On n'est pas obligé de surjouer, on reste soi-même. Très bien. Et puis, comme je le dis, moi, c'est mon leitmotiv. Cherchons l'argent vivant. Oui. Et pour chercher l'argent, là, c'est l'entrepreneuriat. Tout simple, il n'y a pas autre chose. Il faut chercher l'argent. Et il faut chercher l'argent, bien entendu, de façon légale. Honnêtement. Bien entendu, honnêtement. Oui. Mais vivant, parce que l'argent, après nous, là, ce n'est pas intéressant. Donc, gagnons-le maintenant. Et voilà. Donc, c'est ce que j'allais dire, que les jeunes qui nous écoutent, qui comprennent que l'entrepreneuriat est une bonne chose. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais ceux qui ont peut-être les qualités, il faut qu'ils se jettent dans la danse. Voilà. Et devenant aussi député vivant. Bon, c'est important. Mon frère, il ne faut pas dire ça, il n'y a que 91 places. Hein? Il n'y a que 91 donc places. vous voulez pas partir? Non, mais 91 places, si tous les 8 millions de Togolais deviennent députés, on va faire comment? Les places sont limitées. Non, mais les places sont limitées, mais que chacun fasse juste un mandat. Voilà. Bon, allez, merci beaucoup Ok. à vous, honorable Jerry Tama, mais vous restez avec nous. Il y a ok. il y a le live. Ah oui, on va suivre Weddy tout à l'heure. Mais avant, juste pour rire, quelques vidéos pour vous. Et après, on bascule sur le second plateau. Juste pour rire. Voilà, on revient donc pour la séquence du rire avec cette première vidéo. Ça se passe sur un champ de tir. Nous sommes avec Jerry Tama, il sait de quoi je parle. Moi, il n'y a rien qui peut se passer où ne me mettez pas dans votre affaire là. Vous allez commenter la vidéo, Ok. hein? Vous allez la commenter. C'est-à-dire que vous tirez une roquette, c'est ça? Et puis, qui va pas loin, qui retombe juste à côté de vous? Vous faites comment? Vous faites comment? Non, ne dites rien, on regarde d'abord. Ok. Vive la course. Voilà. Non, ce qui se passe là, c'est ce qu'on appelle un long feu. En fait, c'est que la morsaille n'a pas pris, et donc la roquette n'est pas partie, mais il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger? Non, 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 il y a pas de danger. Elle ne peut pas s'éclater? Non, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on met devant les... Ça, c'est une roquette. Ouais. C'est à la percussion Ok. que ça amorce donc l'explosif qu'il y a dedans. Donc, elle est tombée. Vous avez vu qu'il y a même une traînée de feu derrière. Donc, c'est pas précaution, les gars ont détalé. Mais est-ce que quelqu'un... Bon, allez. On vous invite à une fête et puis vous vous rendez compte que le couteau qu'on vous a laissé n'est pas tranché. Vous faites comment? Bon, allez, on regarde.
C'est pratique. Le gars se retourne au camp, il aiguise son couteau. Mais là, il a fait fort quand même. Là, il a fait fort. Terrible, ouais. Je pensais qu'il allait demander de l'eau pour se laver la main. Non. Mais bon, là, il a fait fort. Un bouchon carrément. Allez, et de l'autre côté, on dit quoi? C'est l'arrivée qui compte. Donc, peu importe la manière. Tout le monde marche là-bas. Bon, voilà. Donc, vous avez déjà emprunté les escalators, on en a à 2 février et puis à l'aéroport, je crois. Tu me rappelles une histoire. La première fois qu'il fallait se rendre à une soirée à 2 février, quand on l'avait ouvert nouvellement, la grande sœur Edwige a organisé une soirée là-bas. Mais je t'assure, c'était la cata. Ah oui. C'était la catastrophe. Les guest stars, les VIP. Il y avait du mal. Bon, allez, peu importe la manière dont... Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ce genre de trucs-là. J'ai même pas fini avec les filles, c'est les garçons qui maintenant... Bon, allez, même couché, on peut y arriver. Bon, allez, voilà. Non, mais moi, je ne vois pas ce qu'il faut faire. Elle est arrivée ou pas? Elle est arrivée, justement, c'est l'arrivée qui compte. Et quand on est fan de foot, un vrai fanatique, c'est ce que ça donne quand on regarde le match à la télé. Regardez. À 29 minutes de... 29 minutes. Ni le deuxième but de sang, le Janet. Ah, le gars, il est le jeune gars, il est levé. Il repasse par les lignes 1-0 avec Salissou. Imaginez ce monsieur dans les gradins et vous êtes devant lui. Le coup de pied. Ben voilà. Moi, je pense que ce n'est pas un simple passionné de foot, mais c'est un ancien footballeur. Voilà. Oui. Qui retrouve des réflexes. Des réflexes, voilà. Je pense que c'est un ancien footballeur, à mon sens. J'espère que ce n'est pas PSG Real qu'il suivait. Ah, le fameux Real PSG. Remplacement, oui. Cette vidéo, je préfère qu'on la regarde et puis on fait le commentaire derrière. Bon, ceux qui ont fait la cour commune, ils comprendront. Allez, et on termine, voilà, cette belle séquence avec cette vidéo. Voilà, merci beaucoup. C'est la séquence C'est pour rire. Weddy, en forme, ça va Oui, pour ça le va. live? Je suis prêt, ouais. Allez, très bien. On va donc basculer sur le second plateau pour le show live avec Weddy. Mesdames, Messieurs, vous restez avec nous. Je rappelle juste, la fréquence de l'émission, c'est tous les dimanches. Voilà, à 20h50 sur la télévision togolaise et en rediffusion les vendredis à 14h10. Weddy, maintenant. Voilà pour le live. Weddy, merci beaucoup, Weddy. Salut public. Il va.
tout le monde il me kwele. Et ben nous jodi na kaka, mon blani pe matin l'onyem télébion. Dans mes yények primiel, Luciano si bébia man, y'a des kwek ke betona ma ye mo klona lo na mekwe. Et dinye wana boum boum boum, buchaka na mo fluna, buchaya na oh na mekwe. Aviva fouye le namlo, oh 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 oh, loloya, et nous boué. Est-ce que ça va? On y va. Cry low, et nous cry If you love someone before that paradise you go. Et nous cry low, nous cry yeah yeah. Mais nous la tisia isolée, o wasalata na wa o la ke o la di be ya yi kwe wa ke ti ti ale pepe o la soko dans la issue des autres na bilo no lo ya e lu bwe yeah yeah oh lo ya e lu bwe cry lo cry lo no get timburo no mama be leke yo le namba eye na ega supa mo la sinyo je mujere kante uga ke ho pone wone na non mo te supa sibe mila no me que masa woko masa yeah oh yeah. Ote blamena, bouffon la lome, nyon wo asi kumalela. Oh yeah, oh oh. When I am unyabe long balé, les 2022 yame. Nyon nou vinye de kanti si balé ke mdina, si balé ke fina. Yeah, nombe nou keti moulon non mabe, les ke yo le nama eye na. Suba mula sinyo de mujere katia uga ke ho pone wone na Mama ke suba sibe mila obe you oh yeah Ega suba mula sinyo de mujere katia uga ke ho pone wone na Oh yeah no be no ke timulo no mama be leke yo le na Como la sinyo de mujere kanja uga ke ho pone wone Est-ce que vous savez? Faut caca bébé. 1, 2 Et y'avait venu les dignes on dit la tonne, la longue, oh, oh, oh. On doit nous, vo, kake towa ya, ya papa, oh, 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 yeah. When I am unyabe long balé, les 2020 yame, 22 yame. Yon nous vignoire des choses, si balé que p'tina, si balé que fina, yon y voit. Yeah, yeah. Oh, oh, leke yo le nama, eye na. Oh, 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 yeah. Kasuba mula sinyo, nye mujere kantia uga ke ho pone wone. Oh, 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 yeah. No me no kenti mulo no mama be, leke yo le nama.
o ke mutere katia o ka ke o pone o dena